Bonjour et bienvenue sur cette 10e capsule sur la conception et la fertilité. Alors pour parler de conception, c'est important de considérer plusieurs étapes. En général, le corps est capable de concevoir quand il a atteint une maturité physique, donc en général après l'adolescence. Je vis dans une région où il y a un des plus hauts taux de fertilité en bas de 18 ans. Et l'on comprend très vite en prenant soin de ces personnes combien la capacité de concevoir sur le plan physique est largement insuffisante pour pouvoir élever un enfant et lui apporter ce dont il a besoin. En effet, il faut être capable de concevoir sur le plan émotionnel, sur le plan mental, sur le plan spirituel. Quand cette capacité à concevoir est présente, alors on va pouvoir espérer avoir un enfant en santé et une famille beaucoup plus heureuse et épanouie, particulièrement pour l'enfant. La capacité à concevoir, qui est donc en rapport aussi avec la fertilité sur le plan physique, elle est la même sur le plan émotionnel. Et comme on l'a vu dans les autres vidéos, c'est important de se rappeler combien c'est notre rapport avec le plan, avec les principes masculins et féminins qui sont importants. Sur le plan physique, pour concevoir, ça prend un principe masculin et un principe féminin mature, donc ce qu'on peut appeler mature, donc on pourrait dire qui a atteint un certain niveau de développement. Sur le plan émotionnel, c'est un plan qui déjà la plupart du temps n'est pas développé ou sous-développé. Et sur le plan émotionnel, la façon de concevoir, enfin pouvoir arriver à cette maturité de conception, c'est aussi comment est-ce qu'on est capable de concevoir nos propres principes. Donc en tant qu'homme, on se rappelle qu'on est féminin. Comment est-ce qu'on conçoit notre féminité émotionnelle? Comment est-ce qu'on est dans la reliance émotionnellement? Quelle maturité on a atteint au niveau de cette reliance-là? Pour les femmes, quelle capacité de dynamisme, de mobilité, de motricité, de vie, de pénétration la femme a atteint sur le plan émotionnel? Quelle est sa maturité émotionnelle? Sur le plan mental, comment l'homme a cette motricité intellectuelle, cette capacité à faire rire, à mettre du champagne dans l'eau plate, dans les idées, à être intense, à amener des éléments qui dynamisent le plan mental. Pour ce qui est du plan spirituel, là l'enjeu est encore différent. On se retrouve avec une recherche de qu'est-ce qui est ce qui va pouvoir au niveau par exemple disons féminin, on va le prendre à ce niveau là qui est plus simple, quelle est la maturité que la femme a atteint dans sa motricité spirituelle, sa capacité à pouvoir pénétrer le monde spirituel, à amener la lumière dans la matière. Comment est-ce qu'aussi elle considère l'homme mais à un autre niveau? Comment est-ce qu'elle le considère comme un prince, comme un prêtre, comme un roi, comme un empereur, comme un être doué de potentiel? Comment est-ce qu'elle admire? Comment est-ce qu'elle l'estime? Est-ce qu'elle voit l'homme comme un animal reproducteur, un pourvoyeur, ou est-ce qu'elle voit l'homme comme un enfant de Dieu, si on le prend sur le plan spirituel, un fils du Père Céleste, un frère, un esprit? Ou bien est-ce qu'elle le voit comme, simplement sur le plan physique, émotionnel ou mental? Donc, est-ce qu'elle a atteint cette maturité spirituelle-là? Pour l'homme, est-ce qu'il a atteint sa maturité spirituelle dans sa connectivité? Est-ce qu'il a développé l'art de la contemplation, de l'extase? Est-ce qu'il est en capacité d'être en émerveillement devant la nature et particulièrement bien sûr devant la femme? Est-ce qu'il est capable de pouvoir voir la femme comme une reine, une princesse, une reine, une âme, une beauté, un joyau? Où en est-il dans sa considération de la femme, mais sur le plan spirituel? Quelle essence, quelle perception a-t-il d'elle? Est-elle un être à part, un être qu'il faut chérir, un être qu'il faut servir au sens le plus noble du terme, comme un chevalier qui sert sa princesse? Et encore, des images, on pourra en trouver de mille et une sortes selon les cultures, selon les repères que l'on obtient, mais est-ce qu'il est dans le service de l'âme de l'autre? Ou bien est-ce qu'il la considère pour se servir et se faire servir par elle? Là, on rentre dans une maturité de conception spirituelle. Et bien sûr, sans ces 4 niveaux de maturité, la conception va être que très partielle.
Et bien sûr les conséquences au niveau de la santé vont s'en ressentir. On aura une santé éventuellement physique, mais encore c'est pas sûr, peut-être émotionnelle, peut-être mentale, peut-être spirituelle. Bien sûr qu'en se développant, tout être humain est capable de résilience et donc capable de se transformer, d'évoluer. Mais pourquoi pas ne pas donner à l'enfant dès le départ les meilleures possibilités pour pouvoir finalement se développer au mieux de ses potentiels et d'avoir des parents vraiment en pleine possession de leur pouvoir de conception. Là, on va rentrer sur un domaine peut-être sur le plan physique, sur les problématiques qui touchent le plan physique, particulièrement chez l'homme. On est sur un problème de azoospermie en ce moment, on manque de spermatozoïdes chez les hommes, et on sait que les principaux facteurs de diminution au niveau du spermogramme, enfin de spermatozoïdes littéralement, sont multiples, bien sûr, comme beaucoup de choses dans le plan physique, il y a de nombreuses causes, mais deux émergent qui sont très importantes. Les premières, c'est le contact avec les phtalates. Les phtalates sont ces particules pétrolifères qui sont dans les vêtements synthétiques, qui sont dans les rideaux de douche, particulièrement quand il fait chaud, ils sont particulièrement relargués, dans toutes les bouteilles de contenants plastiques, qui sont restés souvent dans des camions, qui ont chauffé, on boit de l'eau qui est de la bouillie de phtalates, et dans tous les contenants plastiques qu'on utilise pour faire du sport ou autre chose, c'est des grandes sources de phtalates et c'est des killers, des destructeurs de spermatozoïdes. Donc ça déjà, dans un monde qui est extrêmement plastifié, c'est vraiment très dérangeant pour la quantité de sperme dans le sperme humain. Le deuxième point, c'est les glyphosates. Ces fameux glyphosates, on en a déjà parlé précédemment, qui sont donc ces désherbants, pesticides, et, bon, en tout cas ces combinés qu'on retrouve, qui sont obligatoires dans toutes les cultures avec OGM, et qui sont de toute façon même dans les jardins publics, qui sont partout, les villes les utilisent en grande quantité, ils sont envoyés par les avions sur les champs, donc on est extrêmement exposé dans notre nourriture et dans notre environnement à ces glyphosates qui sont des perturbateurs neurologiques, endocriniens, biologiques, enfin biologiques dans le sens même au niveau de la fertilité, qui sont des plus gros perturbants et qui, quand je vous rappelle, qui seraient selon les dernières études, responsables de la plupart des problèmes de spectre autistique, et on envisage même, étant donné leur grande quantité, en 2025 d'avoir un enfant sur deux qui serait dans un spectre autistique. Ça c'est très très alarmant, et c'est très alarmant quand on voit la chute de fertilité chez l'homme avec déjà ces deux éléments-là. Donc manger bio, porter du coton biologique, organique, pour essayer d'être dans un environnement le moins pollué par ces choses-là. Déjà, ça serait au moins un bon élément. Ensuite, bien sûr qu'il peut y avoir des problèmes transgénérationnels, des interdits qui sont transportés dans notre génétique, où avoir un enfant égale danger, ça peut être considéré comme un interdit, et il y a toutes sortes de lois dans la transgénération, dans la compréhension du monde du transgénérationnel, qui peut exprimer parfois certaines fausses stérilités. J'ai tendance à ne pas croire à la fertilité, étant donné ma pratique, qui s'est surtout développée sur justement les soi-disant stérilités. Ça peut arriver, mais c'est exceptionnel bien par rapport à tout ce que j'ai pu rencontrer de cas qui étaient condamnés en stérilité. Donc renseignez-vous, il y a énormément de choses à faire pour se libérer de ces problèmes-là. Chez la femme aussi, on peut avoir en fait des examens gynécologiques absolument normaux, mais on peut avoir un sang qui est sous-oxygéné, qui empêche l'embryon de s'accrocher. On peut avoir énormément une toxicité qui vient d'une hyperacidose, qui est minime, mais qui empêche l'embryon de rester accroché aussi. Donc il y a plein de facteurs à considérer au niveau des intoxications, métaux lourds aussi, ça c'est un autre élément, et souvent je conseille aux couples de faire une chélation. C'est une cure d'hypervitamine qui ont la propriété de s'unir avec les métaux lourds dans les artères, dans les nerfs, particulièrement dans le système nerveux, et d'entraîner ces métaux lourds à être éliminés. Et il faut faire bien attention à le faire correctement avec un naturopathe ou un médecin qui est au courant, pour faire une bonne chélation sans détruire sa flore intestinale. Voilà, ça c'est pour quelques petites touches sur le plan de la fertilité. Mais ensuite, après, bien sûr, il y a le côté de la fertilité sur le plan émotionnel. Certaines émotions peuvent bloquer littéralement le processus de conception. Et une immaturité émotionnelle aussi. Donc là, on en revient à ce dont on parlait précédemment, sur l'importance de cette connectivité chez l'homme émotionnel, cette ouverture de son cœur,
à des valeurs qui le respectent et dans lesquelles il se sent respecté. On revient encore à la communication non violente pour faire, souligner, apprendre à se faire respecter dans son féminin, dans son connectif et dans sa capacité à fraterniser au niveau cœur. Particulièrement avec sa conjointe bien sûr, mais aussi avec sa famille pour se sentir en paix, pour accueillir un enfant dans cette ambiance de paix, de sérénité émotionnelle. Chez la femme, c'est toute cette maturité à devenir une gentlewoman ou gentleman émotionnel, puisqu'elle est masculine dans le monde émotionnel, et être capable de pouvoir utiliser des mots gentils, de contrôler, maîtriser sa tendresse, sa douceur, voilà tous les sentiments qu'elle aime générer, dont elle a besoin et qu'elle a envie de partager avec l'être qu'elle aime, d'apprendre à les révéler, à les revoiler, à ne pas les mettre d'une manière brute, à ne pas les dévoiler et vouloir être accepté comme tel. Un peu comme l'homme sur le plan physique qui veut justement se dévoiler, amener son sexe et être accepté comme tel d'une manière brutale et directe et sans aucune poésie. Là c'est tout le contraire et c'est le même processus au niveau émotionnel chez la femme, qu'elle apprenne toute la beauté émotionnelle dont elle est porteuse, qu'elle apprenne à la voiler, à la révéler, comme on dit, non pas la dévoiler, pas la porter brute, mais la travailler, la raffiner, l'habiller, l'éduquer, pour que ce sentiment puisse être transmis à l'homme de manière acceptable, de manière sans le heurter, sans le blesser, puisqu'on se rappelle qu'il est féminin, avec douceur, tendresse, progressivité, de manière à ce que cette énergie émotionnelle soit un enrichissement dans la vie de couple, et non pas une source de conflit. Enfin, sur le plan mental, ensuite sur le plan mental, chez l'homme c'est la même chose. Raffiner ses mots, savoir les habiller, ne pas les sortir d'une manière brutale, avec cette culte de la sincérité masculine, si sacerdotale, dans laquelle l'homme a tous les droits de s'exprimer parce qu'il est comme ça, comme dans le plan physique. Et non, c'est pas du tout le cas. Le masculin doit être éduqué, doit être raffiné, il doit être révélé, il ne doit pas être dévoilé. Et donc il doit pouvoir être habillé et que le mot prenne soin de dialoguer avec le féminin, donc le mental de la femme est féminin, de manière à pouvoir faire passer des idées, même l'humour, même l'humour doit être dans le dialogue et s'assurer que l'autre est dans une disposition à recevoir cet humour-là et c'est un humour qu'elle apprécie. Et si ce n'est pas le cas, de l'habiller de manière à ce que l'autre finalement puisse l'apprécier. Tout humour est formidable et c'est le propre de cette énergie masculine qui est souvent très pétillante, qui amène la vie, qui amène cette énergie, mais que ce soit de l'humour, que ce soit des concepts, que ce soit de la philosophie, que ce soit des choses beaucoup plus profondes, l'important c'est toujours de prendre soin que notre interlocuteur féminin ne soit pas perdu, ne soit pas bousculé, ne soit pas agressé, mais se mettre au niveau et toujours veiller à l'intérêt de l'autre pour que ce soit une vraie relation et non pas une logorée verbale qui étouffe l'autre et qui l'humilie ou qui le domine ou qui le sature. Donc toujours de veiller à cette énergie masculine qui est bien sûr dynamisante, mais qui doit dynamiser en prenant soin d'être accueilli, et d'ennoblir l'autre, et non pas de lui prendre, ou de se déverser sur elle. Et sur le plan spirituel, la même chose au niveau féminin. On a cette énergie spirituelle chez la femme très très forte, qui doit aussi se révéler à l'homme, et en utilisant les mots, en utilisant la patience, en utilisant toute la subtilité pour devenir aussi gentleman, pour devenir un éveil qui est de plus en plus conscient. Et particulièrement ce culte de l'admiration de l'homme, mais dans son essence, pas dans son côté prosaïque, mais l'admiration de son essence masculine, amène chez l'homme en réaction, dans son partie féminine spirituelle, une énergie d'adoration de la femme. Et donc, quand un homme se sent admiré, il va vouloir couvrir d'or sa femme. Et il va vouloir la servir énormément. Et les Arabes ont un proverbe: traite ta femme comme une princesse, elle te traitera comme un roi. C'est malheureusement été utilisé d'une manière fausse et suffisante pour pouvoir exploiter encore les femmes. Mais quand on le prend dans son plan philosophique profond et spirituel, c'est une magnifique image. Et de voir sa femme, sa chérie, comme une pure essence, un pur joyau qu'on veut honorer, qu'on veut élever, qu'on veut voir toujours de plus en plus grandir, s'épanouir et manifester tous ses potentiels, permet à cette femme de pouvoir admirer l'homme dans son lien à elle, justement cette spiritualité, elle est connective. Donc
plus l'homme prend soin de cette énergie spirituelle de la femme, plus il la chérit, plus il veut connecter avec elle, plus il l'entoure de son adoration, de sa vénération, mais dans un sens vraiment élevé, non plus sur le plan physique ou des attributs physiques, mais sur le plan de l'essence, cette essence féminine, cette pure poésie, plus il est capable de l'apprécier, de la souligner, d'y être attentif et de toujours l'amplifier, plus bien sûr le retour va être grand, puisque cette énergie spirituelle chez la femme est masculine et elle va pouvoir développer une admiration de l'homme à un niveau qui va le faire sentir un être exceptionnel, un être spirituel profondément, et le sortir de cette condition. Il a tendance à être trop le nez pointé sur la terre, trop se matérialiser. Elle va pouvoir le spiritualiser d'une manière beaucoup plus grande et le remettre en contact justement avec cette force spirituelle connective. Là, on va parler de véritable conception, parce qu'on peut avoir une conception qui se passe à tous les niveaux. Et là, enfin, on devient parent, on devient capable de concevoir, on conçoit quelle est la conception que l'on a de soi-même, de différentes parties masculines et féminines dans son être, la conception du féminin en face de nous, comment est-ce qu'on le considère au bon niveau, dans la bonne polarité. Et à partir de là, on devient, dès qu'on est capable de concevoir correctement et dans la beauté et dans la santé et dans la vitalité et dans la beauté de l'essence même de l'autre, alors bien sûr qu'on est prêt à concevoir un enfant. Parce que là, on ne va plus attirer juste un corps, on va attirer un cœur, on va attirer un intellect, on va attirer une âme, un esprit, on va attirer un être complet. Et donc à partir de là, les parents vont pouvoir concevoir pour un être et non pas pour leurs besoins personnels. Qu'on ne soit plus un enfant pour aider à la ferme, pour aider au travail, pour combler un vide affectif, mais parce que déjà on se conçoit d'une manière noble et bienveillante, on conçoit son conjoint de cette manière-là. Alors bien sûr, concevoir un enfant, ça devient une merveille, ça devient lui-même un pur joyau qu'on demande à attirer et accueillir, et on en devient comme manifestait le poète... j'ai oublié son nom, on devient l'arc qui envoie Khalil Gibran, devient l'arc qui projette très loin cet enfant, très loin dans le ciel, très loin dans la vie, très loin dans toute l'expression de ses potentiels et de ses richesses. Voilà, donc voilà cette petite capsule pour commencer une série, j'espère, sur le monde de la conception et de la fertilité. Très bonne journée.